Alors, bonsoir tout le monde. Avant de débuter, je tiens à mentionner que le panel d'aujourd'hui est enregistré. Donc, le panel se déroulera en français, mais bénéficie aussi de traductions simultanées en anglais. Si vous voulez syntoniser la version en anglais, vous devez cliquer sur le bouton Interprétation au fond de la bande Zoom. Si vous avez des problèmes techniques, écrivez-nous dans le chat et mon collègue Colin Champagne tentera de vous aider. Before I start, I would like to mention that today's panel is recorded. The panel will be conducted in French, but will also benefit from simultaneous translation into English. If you want to tune into the English version, click on the interpretation button at the bottom of the Zoom script. If you have any technical problems, drop us a line in the chat and my colleague Colin Champagne will try to help. Alors, je m'appelle Amina Oufaf Koufaf. C'est avec plaisir que je serai la modératrice pour ce panel intitulé Antiracisme et diversité dans la francophonie, enjeux et pistes de solutions, que la CEFA a le plaisir d'offrir dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone. La CEFA tient à souligner que ce panel est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement de l'Alberta par le biais de son programme de soutien Multiculturalism and Anti-Racism. Avant de débuter, j'aimerais céder la parole à la présidente de la CEFA, Nathalie Lachance, pour faire la reconnaissance des territoires et nous dire quelques mots. Merci beaucoup à tous et bonsoir. Il me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce soir pour ce très, très beau panel et vraiment, merci Amina pour avoir accepté de modérer cette très belle discussion. D'abord et avant tout, je tiens à souligner que cette rencontre, on se rejoint tous, mais à partir de un peu partout dans la province. Donc, nous sommes sur des terres traditionnelles, des traités 6, 7 et 8, ainsi que de la nation métisse. Donc, on parle vraiment ici de lieux de rencontre pour les Cris, les Anishinaabe, les Pieds-Noirs, les Métis et les Nakota Sioux. Leur histoire, leur langue, leur culture continuent d'influencer et d'enrichir notre communauté d'aujourd'hui. Heureuse de vous souhaiter la bienvenue. Vraiment, c'est super de beau panel. J'ai entendu déjà certains d'entre vous parler auparavant. Fait que j'ai vraiment très hâte de vous entendre de nouveau. Et pour certains d'entre vous, c'est tout nouveau, mais j'ai eu la chance de voir un petit peu votre parcours au cours des derniers jours et vraiment très, très heureuse de voir le dialogue qui aura lieu ce soir. L'Alberta est un carrefour de culture et d'histoire. Il est impératif que notre communauté francophone puisse inclure et grandir pour permettre à cette richesse de s'épanouir. Alors que nous célébrons la Semaine nationale de l'immigration francophone, rappelons-nous que notre force réside dans notre diversité. Chaque membre, qu'il soit né ici ou ailleurs, enrichit notre communauté par son vécu, sa langue et sa culture. Lutter contre le racisme et promouvoir la diversité, c'est non seulement garantir un avenir prospère pour la francophonie albertaine, mais aussi honorer l'esprit d'inclusion qui anime notre communauté. Je tiens à remercier vraiment très sincèrement tous nos panélistes ce soir qui ont si gracieusement accepté notre invitation. Et je vous remercie d'être avec nous en grand nombre. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, je te remercie. Donc, la CEFA a décidé d'inviter aujourd'hui 4 panélistes pour partager avec nous une perspective sur l'antiracisme et la diversité en francophonie albertaine et canadienne. Donc, chacun des panélistes, pardon, parce qu'au début, on devait en avoir que des femmes, mais là, on a un monsieur avec nous. Donc, chacun des panélistes aura une dizaine de minutes pour présenter et nous passerons ensuite à des rondes de questions que je vais poser. Donc, en tant que participant, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat et nous ferons de notre mieux pour les intégrer. Je tiens à préciser que l'ACFA souhaite créer un espace de dialogue inclusif et bienveillant, donc tout manquement ne sera pas toléré. Avant de leur céder la parole, j'aimerais vous présenter nos panélistes. Donc, on a Zachary Georges Gagné. Ses pronoms sont elle, la, et ses accords au féminin. C'est une artiste, auteure, activiste, consultante et professionnelle bilingue du secteur public, se spécialisant dans le développement communautaire, la construction de solidarité et la sensibilisation publique. Ayant un héritage franco-québécois, écrit, Zachary porte fièrement ses identités autochtones, transféminines et francophones. Zachary souhaite trouver des moyens de faciliter et d'encourager l'intersectionnalité dans divers milieux francophones et anglophones, tels que les espaces de plaidoyer, les espaces communautaires de soutien et les espaces académiques. Son travail vise particulièrement l'amélioration des conditions de vie des personnes de la diversité sexuelle, de genre, des personnes autochtones et racisées et des francophones en situation minoritaire. Donc, on a le plaisir d'accueillir également Selina Yellowbird. C'est une jeune femme crie française, née à Edmonton,
qui appartient à la nation Alexander First Nation. Elle est dans sa première année de maîtrise dans la faculté de Native Studies avec l'Université de l'Alberta et elle fait sa recherche sur la crise Missing and Murdered Indigenous Women, Girls and Two-Spirited Folk. Avec sa thèse, elle espère pouvoir implémenter des changements dans la ville d'Edmonton pour pouvoir rendre la ville plus sécuritaire pour les femmes autochtones, les filles et les personnes two-spirited. Alors, la professeure Anne-Josée Villeneuve devait être avec nous ce soir. Malheureusement, elle a dû s'absenter pour des raisons de santé. La CEFA tient donc à remercier sincèrement deux panélistes qui ont accepté à pied levé de venir discuter de cette importante thématique avec nous ce soir. Donc, il s'agit d'Omaira Issa et de Yvan Toucault. Alors, Omaira Issa est reporter national à CBC Radio-Canada après avoir été chef d'antenne. Elle a créé et réalisé la série Noir dans les prairies, qui a été plusieurs fois primée à l'échelle nationale et internationale. Elle a récemment reçu plusieurs RTDNA. C'est une récompense célébrant le meilleur journalisme canadien. Le projet examine la présence et contribution des communautés noires en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba au cours des 200 dernières années. Elle est récipiendaire de la prestigieuse bourse William Southam en journalisme à l'Université de Toronto, décernée à des journalistes canadiens en mi-carrière d'exception. À travers son travail, Omaira contribue à des conversations nationales sur la diversité et l'inclusion. Fière francophone, elle a siégé sur plusieurs conseils d'administration, dont celui de la CEFA. Née au Maroc, a grandi au Niger et réside au Canada depuis plus de 20 ans. Elle parle 5 langues. Elle détient un baccalauréat en économie de l'Université de l'Alberta, qui lui a récemment décerné un prix d'excellence. On a également le plaisir d'accueillir Yvan Toucault, qui est originaire du Cameroun. Yvan Toucault est artpreneur franco-albertain qui a immigré en Alberta, à Edmonton l'été 2012, pour fréquenter la seule institution francophone à l'ouest de Winnipeg, le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Dans son parcours pour trouver le chez-soi, Yvan s'est profondément immergé dans la communauté albertaine, tout en faisant du bénévolat et en cofondant de nombreux groupes d'étudiants et initiatives sociales dans la région d'Edmonton, notamment l'entreprise sociale La Connexionale. Passionné de danse, Yvan trouve également du bonheur à partager son amour du bien-être et du mouvement avec les enfants, les jeunes adultes et les professionnels par le biais de sa marque Groove with Yvan. Yvan est aujourd'hui lauréat du prix Top 40 Under 40 d'Edify Magazine, de l'artiste de l'année AC 2022, du prix Top 30 Under 30 de l'ACGC, fondateur et co-directeur général de la Connexionale et siège également sur le conseil d'administration du RAFA, qui est le regroupement artistique francophone de l'Alberta. Je cède à présent la parole à Zachary Georges. Merci beaucoup, Amina. Je t'en prie, merci. Oui, Zachary Georges Jensen-Casson. Bonjour, mon nom est Zachary Georges. Je prends toujours un petit moment pour m'introduire rapidement dans la langue de mes ancêtres, qui est le cri de la baie James de l'Est. C'est pas une langue que je maîtrise à 100%, mais que j'apprends constamment. Puis c'est autant important pour moi de m'identifier puis de m'introduire avec cette langue-là en premier pour vraiment faire savoir à mes ancêtres, à ma communauté que je suis là, mais aussi pour faire honneur à ce langage qui a été tenté d'être effacé à plusieurs reprises. Mon nom d'esprit est Twisted Wind, ou vent torsadé en français, puis je suis du clan des castors. Comme Amina a mentionné plus tôt, je suis d'un héritage mixte et donc ma mère est franco-québécoise avec des racines dans le bas du fleuve et de Chaudière-Appalaches. Puis mon père écrit de la Première Nation créée de Waswanipi qui se retrouve sur le territoire Iwis-Chi au nord du Québec. Moi, personnellement, j'ai grandi dans le territoire traditionnel non cédé des Huron-Wendat, appelé Nihonwensio, colonialement connu sous le nom de Québec. Mais ça fait maintenant 3 ans que j'habite puis que je développe mes liens avec Cataraqui, le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee et Huron-Wendat, colonialement connu comme Kingston en Ontario. J'ai déménagé à Cataraqui pour différentes raisons qui sont un peu trop longues pour expliquer aujourd'hui, mais l'une de ces grandes raisons-là, c'est le lac Ontario ici. Moi, je suis une personne d'eau. Comme j'ai dit, je fais partie du clan des castors. Ça a toujours été important pour moi d'être près de l'eau.
Je suis une personne qui adore se baigner, qui fait du kayak et du canot. Et donc, maintenant, en vivant près de cette source d'eau, de cette magnifique source d'eau aussi, si vous avez eu la chance de visiter les villes qui font le bord du lac Ontario du côté du Canada, c'est un lac qui est incroyable. Puis, j'ai la chance de m'y baigner presque quotidiennement en été, d'y faire du kayak, mais aussi de pratiquer ma spiritualité à ces côtés-là. Euh, je vous partage juste comme ça un peu mes relations avec les terres sur lesquelles j'habite aujourd'hui. Je vous invite à réfléchir non seulement à la reconnaissance des territoires, puis les peuples qui y résident, qui ont pris soin de ces terres-là pendant longtemps, mais de réfléchir à vous. Vous, c'est quoi votre contribution aussi face à ces terres-là, autant dans votre développement de liens personnels avec ces terres que dans une relation de réciprocité pour redonner à ces terres puis assurer sa durabilité. C'est vraiment un honneur de pouvoir parler aujourd'hui. Je ne fais pas partie de la communauté franco-albertaine, mais j'ai un grand respect pour le travail qui se déroule quand même. Puis de voir les panélistes qui se joignent à moi aujourd'hui, je suis vraiment honoré d'être parmi vous tous. Puis pour parler d'antiracisme, puis de commencer ce dialogue-là, mais moi, j'avais envie de vous parler un peu, vous partager comment j'ai appris c'était quoi la race et le racisme au fil de mon parcours. Puis, pour mettre en contexte mon parcours à moi, je pense que c'est important de faire le lien entre le racisme et le colorisme. Le colorisme qui se définit particulièrement par la discrimination basée sur la couleur de notre peau, puis qui favorise les peaux les plus pâles. Puis ça va venir jouer un rôle dans l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Comme j'ai mentionné au début, ben, ma mère est québécoise. C'est avec elle que j'ai grandi, avec ma famille maternelle. Puis pour des raisons interpersonnelles qui sont assez complexes, ben, mon père puis sa famille n'étaient pas dans ma vie jusqu'à l'âge de mes 11 ou 12 ans. Puis bien qu'elle aurait aimé en savoir beaucoup plus, ma famille québécoise avait presque aucune connaissance sur les réalités des personnes autochtones ou de la culture en général. Puis même que ma famille avait probablement quelques idées préconçues qui étaient assez néfastes face à l'autochtonie. Euh, Ça a toujours été dit, dès ma naissance, on m'a laissé savoir que j'avais un héritage gris, ça n'a jamais été caché, mais c'était quelque chose que les gens ne savaient pas trop comment adresser ou aborder. Et donc, j'ai grandi en sachant tout ça, mais sans aucun contexte, sans aucune signification derrière ce mot-là. Puis, il y avait deux moments particuliers lorsque j'étais plus jeune que mon autochtonie devenait plus tangible. Le premier, c'était que les adultes, tous les adultes qui m'entouraient, mentionnaient ma couleur de peau. Puis ils me disaient à quel point j'étais chanceuse d'être aussi basanée, d'avoir les yeux pâles. J'étais donc le mélange parfait, presque exotique pour eux. Puis on me comparait souvent aux dames blanches en août, après avoir passé un été à se faire bronzer. Moi, j'avais ça à tout le long de l'année. Puis c'est ce qu'on me célébrait par cette couleur de peau, par le fait que j'étais le parfait mélange, mais tout en me faisant savoir que j'étais différente, puis qu'il y avait un élément auquel je ne pouvais pas être connectée. Mais juste assez pour que ça soit célébré en même temps, c'était un peu malaisant, confusant, surtout quand tu es une enfant et que des adultes amènent ce fait devant toi et que autrement dans ta vie, tu sens pas que ça a l'impact, mais on ramène toujours ça à la couleur de ta peau. Puis le deuxième moment où mon autochtonie devenait de plus en plus tangible aussi, c'est lorsqu'on me parlait des risques d'être autochtone. Par exemple, quand j'ai commencé à faire la fête ou à célébrer un peu plus en tant qu'adolescente, ben, ma famille me disait toujours qu'il fallait que je fasse très attention à l'alcool et aux drogues. Pourquoi? Parce que c'était dans mon sang indien de développer une addiction. Ma première amie autochtone que j'ai rencontrée, qui faisait pas partie de ma famille, j'avais environ 17-18 ans. Fait que ça vous dit un peu le contexte dans lequel je vivais. Puis quand elle m'a dit elle était elle aussi autochtone, elle m'a demandé très précisément de ne pas le mentionner à nos autres amis parce qu'elle voulait pas être perçue comme une personne autochtone. Puis c'est au fil de ces échanges-là, au fil des conversations que j'ai eues, que j'ai compris c'était quoi le racisme anti-autochtone. Puis toutes ces expériences-là m'ont souvent découragé de mentionner cette identité-là, en espérant que j'étais assez, on dit white passing. Je me croisais les doigts, ah, peut-être que les gens ne sauront pas que je suis autochtone, peut-être qu'aujourd'hui, je vais pouvoir passer à travers une crowd, une foule, sans qu'on pointe ça du doigt. Puis c'est juste au cours de ces 5 dernières années-là que j'ai travaillé de façon plus consciente à déconstruire ces idées qui sont
concrètement ancré dans des idées de suprématie blanche. Puis c'était très, très loin en moi. Il y avait des grandes racines. L'élément le plus fort, l'élément catalyste de ce changement pour travailler à déconstruire ces idées qui étaient très néfastes, autant pour mon estime de soi, ma confiance, que mon bien-être en général, puis ma santé. L'élément le plus catalyste dans ce changement-là, c'était la connexion à la culture puis à la communauté autochtone. Puis ça, c'était malheureusement pas ma famille maternelle qui allait pouvoir le faire. Et donc, ça s'est fait à travers soit des communautés autochtones urbaines dans les villes que je vivais, ou soit par le biais aussi de mes relations avec ma famille, puis de la communauté de Waswanipi, que j'ai pu en apprendre de plus en plus, puis à développer un sens d'identité qui est plus complet. Puis pour plusieurs personnes racialisées, cette déconnexion-là entre culture puis identité raciale est souvent très nuisante. Puis malheureusement, mais c'est très commun comme expérience au Canada. Que ce soit les parents immigrants de mes amis qui ont décidé de cacher leur langue ou leur culture pour protéger le bien-être de leurs enfants, ou que ce soit les jeunes autochtones qui grandissent hors de leur famille ou de leur communauté à travers le système de protection de la jeunesse. Mais pour moi, c'était non seulement de vivre avec ma propre famille allochtone qui avait aucune connaissance sur l'autochtonie, mais c'était aussi de vivre dans une société qui a travaillé depuis sa création à effacer et éradiquer les communautés autochtones, leur langue, puis leur culture. Et ça gruge du jus. Ça gruge vraiment du jus. Et c'est dur de pointer, il est où ce jus-là qui se fait gruger, mais il se fait gruger constamment. Puis ça efface une personne. Pas concrètement, mais de l'intérieur. Et ça a vraiment des effets affreux. C'est ça qu'on veut dire quand on parle de racisme systémique. C'est que c'est dur de pointer exactement il est où parce qu'il est un petit peu partout. C'est sûr que la blanchitude est prévalente dans notre société. C'est cette prévalence-là qui a poussé ma personne à effacer mon identité cri pour essayer de survivre. Que les systèmes, que les institutions de pouvoir favorisent les personnes blanches et que même lorsqu'on tente de changer ça et de célébrer sa diversité ethnique, ben c'est en fait souvent inconsciemment avec des teintes de tokenisme ou de grandes généralisations qui ont aussi des effets néfastes aussi. C'est probablement tout ce parcours-là qui me mène aujourd'hui à travailler, à sensibiliser les communautés face aux réalités de mes communautés autochtones, Two-Spirit et trans. Je n'ai même pas encore parlé de toutes ces intersections-là entre la race et les identités de SLGBTQIA+, et pas encore même des intersections entre la francophonie canadienne, l'autochtonie, puis les identités queer et trans. Mais mon travail me mène à occuper des espaces de plaidoyer francophones ou communautaires francophones et d'apporter ces intersections-là de l'avant. C'est dans des espaces de plaidoyer que c'est très compliqué de vivre à l'intersection de toutes ces identités-là. Puis il y a plusieurs raisons. Puis j'ai rédigé un article récemment qui va être publié d'ici la fin de l'année sur les barrières qui découragent puis qui empêchent les personnes trans et les personnes autochtones à s'impliquer au sein des mouvements linguistiques francophones. Puis si je peux vous résumer ce travail de 17 pages-là, je vous lirai seulement un exemple. C'est un exemple qui parle des privilèges nécessaires pour plaidoyer de ces droits entièrement français alors qu'on est autochtone, racialisé ou trans. Puis je vous termine là-dessus. Pour accéder aux espaces de plaidoyer francophones et pouvoir défendre ses droits en français dans un contexte anglo-normatif, cis-hétéronormatif et colonial, il est difficile et il est nécessaire en fait d'avoir un certain niveau de privilège. Privilège que la majorité des personnes trans et autochtones n'ont pas. Donc, le besoin de prioriser ou de hiérarchiser ces identités est actuellement inévitable pour les personnes à l'intersection de plus d'une identité minoritaire. Puis dans mon expérience, puisque mes identités trans et autochtones impactent plus souvent négativement mes expériences que le fait d'être francophone, je dois mettre de côté ma francophonie pour m'assurer un niveau de sécurité et de qualité de service que je reçois. Je vous remercie énormément, Miigwech. Merci beaucoup, Zachary. On aura en tout cas l'occasion d'en discuter plus en détail tout à l'heure. Alors maintenant, Célina, est-ce que tu pourrais nous parler aussi? Bonjour, Tanse, Selina Nitigasun, Eguaniotsi, Amisquachi Wasgaigan, Eguaniotsi Alexander First Nation. Bonjour, je m'appelle Selina Yellowbird. Je suis née ici à Edmonton, mais j'appartiens à la nation Alexander First Nation, qui est 45 minutes au nord de Edmonton.
Et aujourd'hui, je vais vous parler de la crise Missing and Murdered Indigenous Women and Girls and Two-Spirited Folk qui se passe au Canada, mais ma recherche à l'université va se centraliser dans les prairies, donc l'Alberta, le Saskatchewan et le Manitoba. Et donc, je voulais vraiment vous remercier de m'inviter aujourd'hui, de pouvoir parler de quelque chose comme ça, parce que je trouve que c'est une crise et c'est une situation dans laquelle il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de cela ou qui parlent des femmes, filles ou two-spirited folk qui sont disparues, qui sont tuées ici au Canada. Donc, pour commencer avec des statistiques, il y a 4000 femmes autochtones qui ne sont toujours pas retrouvées. Et malheureusement, ce nombre n'est pas représentatif de toutes les femmes qui sont mortes et qui ne sont toujours pas retrouvées. Les femmes autochtones représentent 10% de la population totale de femmes en tout qui ont disparu. De plus, les femmes autochtones représentent 4% de la population totale de femmes canadiennes. Donc, premièrement, je suis en train de faire une maîtrise en Native Studies à l'Université de l'Alberta où je fais une thèse sur, comme j'avais dit, Missing and Murdered Indigenous Women and Girls and Two-Spirited Folk. Pour moi, c'est un sujet qui est important et qui est proche de moi. Mes grands-mères sont décédées à cause des effets des écoles résidentielles, des effets du racisme, violence sexuelle et des effets de l'hétéropatriarcat et l'hétéronormativité des idéologies coloniales. Et en ce moment, on ne sait pas où est ma tante, donc elle fait partie de ces statistiques-là. Malheureusement, c'est une réalité pour beaucoup de familles autochtones et les effets du colonialisme et du racisme sont présents dans la vie des autochtones et surtout dans la vie des femmes, filles et two-spirited folk autochtones. Ma thèse va identifier comment les réseaux sociaux et surtout la façon dont les gens parlent et toutefois comment les gens ne parlent pas des femmes autochtones disparues et tuées perpétuent un cycle de violence sexuelle et physique envers les femmes autochtones, surtout dans le cas des prairies, alors l'Alberta, le Saskatchewan et le Manitoba. Plus précisément, je vais faire une analyse de discours pour pouvoir démontrer comment le langage que les gens utilisent en décrivant les femmes autochtones maintiennent ces cycles de violence. Donc, qu'est-ce que je vais commencer avec? Donc, premièrement, les racines de la colonisation ici au Canada et en Alberta ont toujours ses effets aujourd'hui, où l'assimilation des Autochtones au travers de la langue et l'idéologie européenne continue à affecter les communautés autochtones. De plus, les femmes autochtones représentent une double minorité en étant femmes et en étant autochtones. Et de plus, quand vous ajoutez la question de two-spirited. Donc, avec cela, je vais parler de mon expérience comme femme autochtone dans le système scolaire francophone, étant donné que j'étais aussi dans la communauté francophone et que je le suis toujours. Pour mes 12 ans d'école, j'étais dans le système scolaire francophone ici à Edmonton. Je me rappelle que moi et ma sœur, on était vraiment les seules deux filles autochtones à nos écoles et ce ressentiment de ne pas appartenir était fortement présent pour nous deux. Ce sentiment de ne pas appartenir venait de plusieurs facteurs, notamment le fait qu'à l'école, le curriculum n'incluait pas la perspective autochtone et vraiment les seules discussions qu'il y avait, c'était quand on parlait des écoles résidentielles ou bien à la période des coureurs de bois. Dans ces deux cas, le système scolaire nous gardait dans le passé et nous gardait dans une lumière de victimes. Et ça donnait l'impression que les Autochtones n'étaient que des reliques du passé. De plus, le fait qu'on n'apprenait pas une langue autochtone comme le cri ou bien le michif, puisqu'on est sur ces territoires-là, à l'école, même si on est situé sur les terres des cris métis, mais par exemple qu'on apprenait plutôt l'espagnol, m'a vraiment démontré qu'on n'existait pas dans les yeux du système scolaire. En plus de ne pas se sentir comme si on était vu à l'école, les commentaires racistes des jeunes remplissaient nos entourages. Je me rappelle au secondaire, on jouait à un jeu de cartes entre amis et c'était un jeu où il fallait choisir une carte rouge ou noire et tout le monde y passe et ça se passe bien. Et lorsque c'était mon tour, j'ai même pas eu le temps de dire quelle carte, puisqu'un jeune à côté de moi a exclamé Selena va choisir la carte rouge puisqu'elle est un redskin. Et tout le monde s'est mis à rigoler. Un autre exemple, c'était quand j'étais à une soirée avec mes amis et mes amis étaient dehors et j'étais dans le sous-sol avec d'autres amis.
Après quelques temps, mes amis sont rentrés et une de mes amies m'ont approché pour me dire, Hey, je voulais te laisser savoir qu'un des garçons dehors a partagé une blague pas mal nulle. Ils ont dit, et je le dis en anglais, What do you do to an Indian that's bleeding in your backyard? You shoot them again. Je me rappelle d'avoir ressenti la colère et la peine, puisque pour moi, ce Indian représente ma famille et je me disais, bah, s'ils pensent aussi violemment comme ça envers les Autochtones, je me demande comment ils me perçoivent. Alors pour moi et ma sœur, nous sommes deux femmes autochtones et francophones. Et il y en a d'autres aussi qui sont dans les écoles francophones et dans mon salle de classe. Et du coup, à cause de cela, la question autochtone et surtout la question des femmes autochtones disparues et tuées n'est pas une crise qui vous exclut. Comme mentionné plus haut, nous avons des points communs, comme le fait que nous sommes une minorité et nous ressentons les effets de l'assimilation sur nos langues. De plus, nous sommes tous sur les territoires autochtones et en raison des traités, we are all treaty people. Alors, nous avons tous une responsabilité de maintenir ces traités et une de ces responsabilités, c'est de rendre notre communauté inclusive, comme promouvoir l'antiracisme, prendre le temps de s'éduquer sur ces sujets concernant les Autochtones et surtout de ne pas prendre la place et surtout d'écouter l'expérience des autres et vouloir avancer ensemble et vouloir apprendre de nos erreurs. Et donc, c'est ça l'antiracisme pour moi. Hi, hi. Merci beaucoup, Célina. C'était très émouvant tout ce que tu nous as raconté. On aura l'occasion donc d'en discuter, de voir les pistes de solutions auxquelles on pourrait penser. Donc maintenant, on va donner la parole à Omaïra. Bonsoir. Merci beaucoup de l'invitation. C'était tout un plaisir de recevoir l'invitation de la CFA parce que pendant très longtemps, j'ai vécu en Alberta et l'Alberta a été euh, une pierre fondamentale dans la construction de ma vie. Alors, je suis Omaïra Issa. Pendant 23 ans, j'ai vécu sur les terres du traité numéro 6, donc Saskatoon et Edmonton. Et j'ai également développé une relation très importante avec la rivière Saskatchewan, pour laquelle d'ailleurs j'ai fait une marche de 2 semaines l'été dernier. Merci énormément, Zachary, surtout pour avoir incité les gens à réfléchir sur leur rapport avec les terres autochtones, les eaux autochtones sur lesquelles ils sont. Cela fait 23 ans que je vis au Canada. Ma famille et moi, nous sommes arrivés du Niger et nous nous sommes installés très rapidement à Saskatoon. À l'époque, quand on s'est installé à Saskatoon, moi et mes deux frères étions les rares élèves francophones issus de l'immigration dans l'école francophone où on était en Saskatchewan. C'était au début des années 2000. Vers 2004, je me suis installée à Edmonton où j'ai fréquenté le campus Saint-Jean. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré énormément de francophones d'un peu partout à travers le monde et que j'ai réalisé que la francophonie était extrêmement plurielle. D'ailleurs, là-dessus, il y a énormément de personnes dans cet espace virtuel qui ont beaucoup contribué à construire cette francophonie plurielle. Et j'ai l'obligation et évidemment le plaisir de mentionner notamment Madame Doulari Pritipol qui est avec nous aujourd'hui, que je salue particulièrement pour tous ses efforts au cours des dernières décennies. La lutte antiraciste est nécessaire pour la survie de nos communautés francophones. Il est particulièrement choquant parce que je me rappelle quand on a commencé à travailler sur le projet Noir sur les prairies, il y a de cela 3 ans, juste après la grande mobilisation collective de l'été 2020, après l'assassinat de George Floyd. Je m'excuse. Veuillez me pardonner pour ce moment. Et cette mobilisation collective qui a rassemblé des milliers et des milliers de gens, tant à Edmonton qu'à Saskatoon, qu'à Winnipeg, dans les petites localités à travers les prairies, et bien évidemment à travers tout le territoire canadien et à l'échelle du monde,
on ressent encore les échos de cette mobilisation-là. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens dans les communautés noires se sont mobilisés et ont reçu l'appui d'autres communautés pour justement faire ressortir ces enjeux-là et lutter contre le racisme, particulièrement le racisme anti-noir, dont nos communautés ne sont pas exclues. Je disais tout à l'heure que la lutte antiraciste est nécessaire pour la survie de nos communautés. On le sait particulièrement parce que le fédéral a rehaussé sa cible en immigration de 4,4% à 6% en 2024, pour ensuite passer à 7% en 2025 et ensuite 8% en 2026. Et on sait bien que beaucoup d'organismes francophones pensent que ce n'est pas assez parce que nous avons besoin de plus d'immigration francophone pour assurer la survie de nos communautés. Moi, je veux juste vous partager une expérience personnelle. Lorsque nous sommes arrivés au Canada, à Saskatoon directement, j'avais 16 ans. J'étais en classe de 11e année et j'ai fini ma 2e année, donc c'était à l'École canadienne française de Saskatoon. J'avais mentionné que nous étions, moi et mes 2 frères, les seuls élèves issus de l'immigration francophone à l'époque. Et lorsque j'ai déménagé à Edmonton pendant 6 ans, j'ai fait un retour à Saskatoon ensuite pour revoir que le visage de l'école francophone a entièrement changé. Il y avait des petits élèves voilés, pas voilés, issus de l'immigration francophone d'un peu partout au monde, et ça m'a énormément réchauffé le cœur. Et on le voit évidemment dans le corps professoral, on le voit à plusieurs échelles. Donc, pour moi, cette conversation autour du racisme et de l'antiracisme est particulièrement importante parce que une des manières dans laquelle la violence antiraciste se manifeste notamment, c'est dans l'effacement de l'histoire et des contributions des peuples et des communautés diversifiées. Et cette violence langagière est aussi concrète. Et il est extrêmement important de se rappeler de l'histoire, mais aussi des contributions et de l'existence de ces personnes-là. Alors, pour moi, ce n'est pas une logique de il faut intégrer les francophones issus de l'immigration. Pour moi, c'est une pensée, cette pensée-là date de très longtemps et clairement, à certains niveaux, n'a pas forcément euh, euh, porté les fruits que certaines personnes espéraient, mais qu'en fait, il faut ouvrir le dialogue et là, intégrer tout le monde dans un cercle pour une contribution générale donc à cette francophonie diversifiée que nous souhaitons tous et qui est déjà notre réalité. Merci beaucoup. Merci à toi, Mayra. Alors, il nous reste Yvan, donc à toi la parole. Euh, Allô tout le monde, mon nom c'est Yvan Touko. Vraiment reconnaissant d'être là aujourd'hui avec ces super panélistes et je vais dire vraiment un gros merci aux panélistes avant moi parce que là je réalise que ma présentation est un peu différente, mais ma présentation est un peu plus différente et un peu plus, comment dire, à propos du travail que je fais, mais j'aimerais partager, avant d'aller vers ma présentation, j'aimerais partager un peu, juste comme des anecdotes et peut-être des expériences personnelles. Je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je pense que il y a un truc intéressant, par exemple, qui m'est arrivé quand je commençais à aller au campus un jour. Euh, Ma famille et moi avons immigré au Canada comment dire, en 2 étapes. Donc, on est venu la première fois et puis ma mère, non, mes 2 frères et ma grande sœur sont restés au Canada. Et la raison pour laquelle moi et ma petite sœur sont rentrés, c'est parce qu'on était allé faire un test dans les écoles francophones pour tester notre intelligence. Et malgré que nous deux, on était en avance de 3 ans sur nos classes, on nous a testé plus bas parce que notre accent, on disait qu'on ne parlait pas bien français, alors qu'on a grandi au Cameroun, un pays qui a été colonisé par la France, où je parle français même mieux que ma langue maternelle. Ça, c'est une chose. Et donc, en premier temps, on est rentré au Canada avec ma petite sœur. Je suis revenu. Quand je suis revenu, j'avais justement fini mon baccalauréat, l'équivalent
high school diploma ici, et puis je suis allé directement au campus Saint-Jean. J'arrive au campus, je rencontre plein de gens issus de l'immigration qui sont allés dans les écoles, euh, francophones. Et ici, je rencontre aussi au campus Nord. Et là, je constate que je suis chanceux de ne pas être allé dans certaines de ces écoles francophones parce que les histoires qu'ils me racontent, les anecdotes qu'ils me disent par rapport à la manière dont ils se sont fait traiter et tout, je me sens en fait chanceux que je suis arrivé au campus Saint-Jean parce que justement, c'est au campus Saint-Jean que j'ai rencontré mes meilleurs amis jusqu'aujourd'hui. Mon espoir campus, c'était une belle expérience. Je pense que le campus démontre vraiment la diversité ou bien beaucoup de la diversité de la francophonie en Alberta ou bien des francophonies en Alberta. Aussi, au niveau de mon parcours, j'ai beaucoup évolué dans je vais dire la communauté anglophone en guillemets. Et je pense que chaque fois que euh, je fais les choses similaires que je fais dans la communauté anglophone, dans la communauté francophone, il y a toujours un peu, comment dire, cette impression que je me sens à l'écart. C'est très récemment que j'ai commencé à adopter le fait que je suis franco-albertain, parce que c'est un ami à moi, Chuck, qui vraiment m'a un peu convaincu. Parce que franco-albertain, c'est pas une appellation que je me voyais à moi, parce que quand encore, je me rappelle, on me disait les franco-albertains de souche. Donc, c'est qui les franco-albertains de souche? C'est à quoi ils ont l'air, c'est pas mon visage. Donc, ça, c'est un peu quelque chose. Et donc, ma présentation, j'ai coupé une présentation qui est assez, qui parle un peu du anti-racisme, des expériences, pas forcément que j'ai eues, mais c'est le travail que j'ai fait. Et donc, l'antiracisme, diversité, les défis et puis c'est des solutions. À propos de moi, donc, mon nom c'est Yvan, je suis PDG de la Connexionale et on travaille beaucoup dans le domaine culturel et de la cohésion sociale. Donc, notre but, c'est vraiment de créer des espaces de musique qui a plus de plateformes pour les personnes racialisées d'abord, africaines, caribéennes et latines. Euh, et donc, et une chose marquante ces dernières années, c'est que l'on a justement filmé un documentaire qui s'appelle Rise of Africans in the Prairies. C'est en anglais, mais ce documentaire justement parle un peu de l'expérience de l'immigration et puis du racisme en Alberta en général et pas forcément dans la communauté francophone. Euh, Ce que je voulais les points retenus pour moi, essentiels justement à partir du panel de la présentation, c'est vraiment que la diversité, je pense que c'est bien un choix pour nous. C'est important vraiment de célébrer cette diversité et s'engager contre le racisme au sein de la francophonie mondiale déjà, de lutter contre les inégalités systémiques pour maintenir l'égalité, le respect, l'équité même et le respect dans la francophonie, renforcer l'échange culturel et l'innovation à travers la diversité pour la croissance, traiter du sujet anti-racisme et diversité au sein de la francophonie pour une société harmonieuse. Et par ça, comme Omar a dit, vraiment ouvrir les discussions et créer ces espaces-là où les gens se sentent libres de partager leurs expériences, comme celui-ci justement, et mettre en œuvre le dialogue, l'éducation, la diversité et des politiques inclusives. Assurer un engagement continu des membres pour une communauté francophone accueillante et juste. Euh, Et donc, c'est quoi le racisme, l'antiracisme et la diversité? Je pense d'abord le antiracisme, c'est un processus actif, c'est un processus qui avance toujours. C'est pas un processus qui s'arrête. Et donc, c'est la conscience, c'est vraiment, ça nécessite de reconnaître l'existence du racisme déjà dans la société et de comprendre son impact justement sur les personnes affectées. Orientation fait l'action. C'est pas seulement d'avoir des panels et des discussions, mais c'est quoi justement les actions concrètes qui vont sortir de ce panel, qui vont justement pousser move the needle, comme on dit en anglais, vers justement cette société plus équitable. La diversité multiforme, ça signifie beaucoup, beaucoup de choses. La diversité au sein de la francophonie inclut les aspects raciaux, ethniques, linguistiques, culturels et sociaux. Seulement à l'intérieur du Cameroun, on parle, bon, la plupart des gens parlent français, mais juste au Cameroun, il y a tellement de diversité. Et donc, on parle de pays à continent, et puis maintenant au monde, et en plus, immigration. Il y a tellement, tellement d'intersectionnalité dedans.
Et ce qui n'est pas mentionné aussi, c'est la diversité de genre et de sexe. Mosaïque culturelle, la francophonie se caractérise par une riche mosaïque de langues, de cultures et de traditions, en faisant un espace dynamique pour les discussions sur la diversité. Par rapport justement à la langue, je pense qu'il est important de se rappeler que la plupart des immigrants qui parlent français, c'est parce qu'ils ont été colonisés par la France. Et la France a encore jusqu'aujourd'hui des effets super néfastes sur la plupart comment dire, de ces pays-là. Et donc, souvent, je vais dire par exemple pour moi, ma relation même en francophonie est intéressante parce que j'en suis fier de parler français, mais en même temps, la France, c'est un pays qui laisse à désirer, à mon avis personnel. Dialogue inclusif, souligner l'importance de la diversité, conduit un dialogue inclusif et renforce la vitalité de la communauté francophone. Et donc, les définitions de la francophonie, je pense qu'on en a plus parlé, mais j'ai arrêté ma présentation là parce que justement, j'ai constaté que j'ai pris une tangente vraiment différente des autres, mais j'espère que cela a un peu montré euh, le, donc, comment dire, la perspective sur laquelle j'allais. Mais je pense que c'est présentement mes derniers pour vous reste des questions. Merci beaucoup. Merci Yvan, merci à toi pour cette riche présentation. Merci à tous nos quatre panélistes donc, pour leur présentation et leur contribution. Donc, je comptais vous proposer de commencer par définir l'antiracisme. Donc, on a eu une belle analyse d'Yvan. Donc, j'aimerais avoir vos avis, mesdames. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce que l'antiracisme pour vous? Alors, qui veut se lancer? Alors, pour moi, Emma, vas-y. euh, l'antiracisme, c'est pouvoir créer des espaces où ce que les gens se sentent en sécurité, où ce que les Mhm. gens se sentent acceptés, respectés, peu importe leur identité, couleur de peau, euh, croyance. Euh, mais c'est sûr que c'est compliqué. Et je suis sûre on va parler de ça aujourd'hui, mais pour moi, c'est ça l'antiracisme. Et l'antiracisme, c'est aussi, surtout avec ma thèse, c'est d'avoir des espaces où ce que les femmes, filles et two-spirited folk autochtones se sentent en sécurité et se sentent comme si euh, ils ont une voix et que euh, essentiellement que le Canada euh, les protège et garde leurs promesses avec Truth and Reconciliation. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Zachary, est-ce que tu pourrais nous partager ta vision, ta Oui, définition? pour ajouter sur la définition d'Yvan puis de Célina, bon, il y a deux éléments aussi qui définit particulièrement l'antiracisme. Premièrement, c'est que c'est une approche qui souligne le fait que juste de ne pas être raciste ou de regarder ailleurs ou d'essayer de ne pas être raciste, c'est pas assez parce que c'est un fait qui existe, c'est une réalité. Et donc, il faut activement travailler à déconstruire des concepts racistes dans nos sociétés. Puis l'antiracisme, pour moi, c'est aussi intrinsèquement lié avec les concepts de justice transformative qui encouragent ou qu'on considère et qu'on adresse non seulement les iniquités et les injustices, mais les racines de ces iniquités et de ces injustices-là dans nos sociétés, parce que c'est nos systèmes puis nos normes sociétales qui ont été construits sur des fondations qui étaient déjà biaisées puis inéquitables. Donc, si on fait juste essayer de marcher de l'avant à partir d'aujourd'hui en n'étant pas raciste, on va terminer par reproduire les mêmes méfaits, les mêmes systèmes. Alors, il faut se retourner un peu plus vers le passé puis analyser les erreurs qui ont été commises dans les systèmes qui sont en place. On parle de gouvernement, des lois, des systèmes carcérales, de services de santé pour améliorer puis changer les éléments dans les fondations de ces systèmes-là. Merci beaucoup. Maïra, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que je voudrais Oui. ajouter quelque chose? Parce que beaucoup de choses Ouais, ont été dites beaucoup et de choses, très, exactement. très bien dites. Oui. Alors, non, c'est excellent, absolument, tout à fait d'accord que l'antiracisme, évidemment, ce sont des idées, des actions politiques apportées de manière systématique. Donc, ce n'est pas juste une question de préférence personnelle. Alors, comme on entendait plus tôt, il ne s'agit pas juste de ne pas être raciste. Il s'agit c'est d'aller bien au-delà de ça.
surtout l'anticolonialisme dans le moment où on se trouve en ce moment. Merci. Merci à toi. Alors, Yvan, je pense que elles ont tout résumé, mais si tu veux ajouter quelque chose, ok. Par- Non, je pense que c'est parfait. Ok, très bien. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on discute ensemble pour voir, pour définir ensemble une francophonie inclusive et quelles sont ses principales composantes à votre avis? Je pense qu'on a déjà eu quelques éléments de réponse, mais comment vous imagineriez une francophonie inclusive selon les cas de chacun dans vos... Yvan, je te laisse la parole puisque OK. Voilà, vas-y. Euh, je pense que, honnêtement, quand je pense à une francophonie inclusive, déjà, la première chose qui m'est venue en tête, c'est la jeunesse. Je sais pas comment dire. Ça m'est venu en tête parce qu'en fait, je pense que tout commence à l'école. Tout commence quand on est jeune. L'éducation par rapport au racisme, par rapport au antiracisme, commence dès le jeune âge. Je pense que c'est important de trouver des manières d'avoir des discussions, bien de trouver des manières vraiment de non seulement souligner l'histoire du Canada, et ça c'est une grosse chose, l'histoire du Canada et justement des écoles résidentielles déjà même à l'école. Je pense que c'est un bon début parce que tous ces combats antiracistes sont liés, que ce soit le combat à la libération des personnes en Palestine en ce moment, ou bien que ce soit le combat justement des personnes des Premières Nations ici au Canada sur justement juste reconnaître que justement ça existe. Je pense que tous ces combats-là sont liés et que ça commence déjà par la jeunesse. Une francophonie inclusive, pour moi, veut dire une francophonie où les gens sont capables euh, d'aller au travail comme ils sont, de pouvoir pratiquer leurs autres langues sans devoir se faire regarder d'une manière différente parce qu'ils ne parlent pas français. Et puis, vraiment avoir euh, des politiques au niveau du travail, de l'école et au niveau de l'enseignement aussi. Merci Yvan, j'ai trouvé ça super intéressant, surtout quand tu disais que ça commence à la jeunesse et à l'école. Je dirais même que parfois ça commence à la maison. Donc c'est à nous-mêmes d'éduquer nos enfants, de leur expliquer le respect, la différence, comment avoir du respect pour les autres, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur religion, leur langue, etc. Donc merci beaucoup. Alors Célina, est-ce que tu peux nous en parler? Sur ça, j'allais dire aussi que pour pouvoir rendre une communauté inclusive, il faut commencer avec soi-même. Donc, c'est de pouvoir prendre les étapes individuelles, de s'éduquer, de prendre cette responsabilité-là, de lire les livres et aussi d'admettre que des fois, on a tort et que, tu sais, des fois, nos pensées qu'on a grandi avec étaient racistes et que c'est pas tout à fait comme ça la réalité, que là, il faut, on va dire, déconstruire euh, et apprendre et écouter. Et donc, je pense vraiment pour pouvoir rendre une communauté, c'est vraiment commencer avec soi-même et c'est de corriger les autres aussi. Et c'est tu sais, de comprendre aussi que c'est pas un processus qui est facile, qui est rapide non plus, que ça prend des étapes, de l'effort, la responsabilité à chaque jour. Euh, et je pense aussi tu sais, que le fait que tout le monde ici fasse partie d'un panel de discussion comme ça et que tout le monde ici, vous avez pris le temps, vous avez pris votre soirée pour être ici. Ça démontre déjà que vous êtes sur la bonne voie pour rendre vos maisons et aussi vos communautés plus inclusives. Ouais. Merci beaucoup. Alors Zachary? Oui. Pour moi, la fondation d'une francophonie qui va être inclusive, c'est une francophonie qui est sensibilisée puis qui reconnaît son implication dans la création puis la reproduction d'oppression, de discrimination. Puis non seulement en tant que communauté au sein du Canada, mais plus particulièrement les implications particulières des communautés francophones dans son histoire. Puis j'aime ce que Célina parlait par rapport à la responsabilisation individuelle, puis une différence entre
entre prendre tout comme si on compte critique, de dire que ah, ça veut dire que je suis raciste. On peut avoir des pensées, des actions qui sont racistes sans le devenir soi-même. Et ça, c'est parce qu'il y a des idées inconscientes qui font partie de nos réalités puis de nos communautés constamment. Puis un élément que je mets toujours de l'avant quand je parle de l'inclusivité, c'est simplement le concept de dignité. Puis je pense que c'est vraiment une bonne base sur laquelle tout le monde peut s'entendre puis construire là-dessus. Que si on s'entend tous que tout le monde a le droit à la dignité, parce qu'on va avancer beaucoup plus loin en laissant la place aux autres de s'autodéterminer. Mais surtout de comprendre que chacun et chacune d'entre nous, on a la capacité aussi d'offrir ou d'enlever la dignité d'une autre personne dans nos échanges puis dans notre travail au quotidien. Merci beaucoup. Omaira? Je suis absolument d'accord avec ce que Célina, Zachary, Georges et Yvan ont dit. J'ajouterais peut-être un seul point, celui du rapport de pouvoir qui est essentiel à reconnaître, non seulement dans la sphère personnelle, mais surtout dans la sphère publique. Alors, une fois qu'on arrive dans nos écoles, dans nos institutions, etc., de savoir que oui, beaucoup de gens ont des vulnérabilités et des identités intersectionnelles, ou en tout cas, disons, vivent à l'intersection de plusieurs identités, et que une responsabilité qu'une francophonie plurielle a est de s'assurer que les rapports de pouvoir sont aussi horizontales qu'elles puissent l'être, et que ça c'est un de nos grands défis, et c'est à travers tout le pays qu'on le voit, dans toutes nos communautés. Le jour où on arrivera à ce moment-là, je pense on sera même au-delà d'une pluralité. On sera vraiment dans une francophonie réellement antiraciste, euh, et qui n'est pas uniquement inclusive, mais où l'inclusion même n'est pas la question en tant que telle, mais qu'on est vraiment dans une logique de tout le monde à sa place, sa dignité, comme dit euh, Zachary Georges, et le respect, ce qui sont essentiels, parce que souvent il y a les micro-agressions. Alors ce n'est pas forcément juste quelqu'un t'a dit un mauvais mot, ou on t'a pas invité à la fête, ou on te paye pas comme les autres doivent être payés, ou on te donne pas le respect qui te doit à l'école ou au travail ou dans la rue, ou même euh, quand tu achètes des pommes au supermarché. Mais c'est les toutes petites agressions, les petites remarques ou les silences ou les blagues déplacées. Euh, et l'effet de ces micro-agressions est extrêmement dévastatrice. Moi, j'ai parlé à des jeunes francophones en Alberta parce qu'on m'a invité récemment dans une école à parler aux jeunes. Et la classe était extraordinaire parce que c'était une classe extrêmement diversifiée. On sait que nos écoles sont diversifiées, mais j'ai entendu une petite fille, 10-12 ans à peu près, issue de l'immigration francophone africaine à Edmonton, qui m'a posé une question: comment est-ce elle peut se faire accepter par les écoliers dans sa classe? Et ça a été pour moi un moment bouleversant, extrêmement, avec énormément de douleur. Parce que je me suis rappelée il y a 20 ans, quand je suis arrivée dans ce pays-là aussi, j'avais cette préoccupation de comment est-ce que les autres écoliers allaient m'accepter, parce qu'ils ne m'acceptaient pas puisque je venais d'ailleurs. Et de savoir que 20 ans plus tard, une toute petite fille se pose encore là, cette question-là, pour moi, ça a été extrêmement douloureux à savoir. Et c'est une invitation, je pense, qu'elle nous lance à tous, de vraiment revoir comment est-ce qu'on tisse les liens entre nous. Merci pour ton témoignage, Omaira. Justement, comment est-ce que la communauté francophone pourrait mieux soutenir ces voix marginalisées et sous-représentées?
qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de notre communauté? Qu'est-ce que les acteurs pourraient prendre comme action pour améliorer les choses, à votre avis? Est-ce que tu veux continuer, Omaïra, comme tu t'es lancé sur déjà un endroit, on va dire, spécifique, l'école? Euh, la question est tellement vaste parce que Oui. elle renvoie à différents niveaux de réflexion. Mhm. Et comme on le voit sur ce panel, notre francophonie est hétéroclite. Ça veut dire qu'on a tous différents parcours, etc., différentes préoccupations, différentes vulnérabilités, etc. Différentes histoires aussi. Donc, quand on est tous rassemblés, il y a beaucoup de choses qui sont dans la salle, que peut-être on n'entend même pas, mais qui sont là. Euh, je pense que cette question, même si elle est importante, elle est difficile à répondre de manière individuelle parce que souvent on demande les personnes qui sont dans des positions de vulnérabilité et d'oppression de nous dire comment arranger la situation. Or, ça, c'est pas vraiment une situation, une manière, disons, équitable d'avoir la conversation parce que ça met toute la pression sur la personne qui vit déjà ces difficultés-là de se sentir à l'extérieur, etc., etc. Mais je comprends l'importance de la question. Je n'ai pas beaucoup de réponses à donner autre que de dire qu'il faut un dialogue continu. Et je suis contente qu'il y a ce panel qui se passe aujourd'hui. J'ai vécu longtemps en Alberta et en Saskatchewan et à ce moment-là, j'ai jamais vu un panel comme celui-ci. Donc, ça me réchauffe le cœur de voir qu'il y a ce genre de panel, ce genre d'espace de conversation qui s'ouvre. Mais moi, je poserais la question à des gens qui ont énormément de pouvoir, soit social, soit politique, dans cette salle ou ailleurs. Qu'est-ce que eux, ils vont faire pour s'assurer d'avoir une francophonie plurielle? Zachary, vas-y. Merci beaucoup, Zachary Georges. Omaira a dit exactement à quoi je pensais aussi. Je trouve que cette question-là me dérange parfois. C'est pas qu'elle est mauvaise, justement, elle est très importante, mais c'est qu'elle remet indirectement la responsabilité sur les personnes aux identités marginalisées de prendre la main des plus privilégiés et de les guider. Et encore plus important, je pense que ça déresponsabilise tous les gens qui ne sont pas racialisés et ça leur fait sentir qu'ils ne connaissent pas la réponse pour répondre à ces questions-là. Puis, c'est pas une question de tout savoir ou de ne rien savoir, mais c'est une question d'être ensemble puis de collaborer là-dedans. Je pense qu'à la place de demander comment est-ce qu'on peut soutenir les voix de celles qu'on ne comprend pas, c'est de qu'est-ce qu'on a besoin en tant que collectif aussi, qu'est-ce que nos communautés ont besoin. Et je pense que si on demande cette question-là à chaque personne qui est ici ce soir, on va tous avoir une réponse qui est très valable. Puis je pense que si on amène ça hors du niveau systémique et qu'on ramène ça plus à l'individuel aussi, si je vous demande à vous comment vous aimeriez soutenir les personnes dans votre vie, vous avez tous des réponses par rapport à comment offrir du soutien émotionnel, comment offrir de l'accompagnement pour naviguer les systèmes, les réalités de la vie au quotidien. Et je pense que ça, on peut le prendre puis le rendre exponentiel pour répondre à des questions plus communautaires qu'interpersonnelles. Merci beaucoup. Célina, je pense que tu avais levé la main pour intervenir. Oh non, j'allais dire Oui. que ben, j'avais envie de dire la même chose aussi, que ça va être très différent et que c'est ça, on peut pas dire, tu sais, je le dis souvent en anglais parce que je fais sur mes présentations en anglais, mais je dis souvent, we're already trying to heal. Mhm. You asking us to then do the work is putting labor on us. Et donc, c'est vraiment de dire, on a tous une responsabilité, mais c'est pour ceux qui veulent apprendre plus. C'est, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est de prendre le temps d'écouter et de, Oui. tu sais, laisser l'espace. Et, tu sais, s'il y a quelqu'un qui dit, tiens, tu sais, vraiment, tu peux me soutenir comme ça, c'est comme ça que tu peux le faire. Et c'est comme ça, on va dire, à ce niveau individuel, que vraiment, là, comme j'avais dit avant, que au niveau collectif, c'est lorsqu'on peut voir les changements, par exemple. Mais, ouais, c'est ça. C'est bien. Oui, effectivement, c'est important d'avoir
c'est une question à laquelle, en fait, tout le monde doit donner une part de réponse pour pouvoir la construire et pour pouvoir trouver donc des solutions et les mettre en place. Donc, c'est ça. Oui, très bien. Alors, moi, ce qui a résonné tout à l'heure dans ce que disait Omaira, c'était d'ouvrir le dialogue. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très pertinent, comme tout ce que vous avez soulevé comme point. Effectivement, c'est important de donner la voix, de donner la parole à ces personnes-là pour expliquer, en fait, parfois, en fait, il faut aussi se mettre à la place de l'autre, pour comprendre sa réaction. Parfois, le racisme trouve, on va dire, ses racines ou ses sources dans la peur de l'inconnu, la peur de l'autre. Donc, c'est simplement par ignorance. Il y a des gens, simplement par ignorance, ils se retrouvent à être racistes, en fait. Et je pense que le fait d'ouvrir le dialogue, de donner la parole à ces personnes racisées, par exemple, ou ces communautés marginalisées, c'est vraiment leur donner la voix pour qu'ils puissent expliquer ce qu'ils sont, qui ils sont, expliquer leur culture, leurs différences, montrer leurs différences, pour que l'autre, en fait, au final, n'ait rien à craindre. On est tous des êtres humains égaux, pareils, on a tous des sentiments, on a tous des capacités intellectuelles, etc. Mais juste, on va dire, faire tomber les masques et se mettre vraiment comme ça, au même niveau que tout le monde. Moi, par exemple, je vais vous partager une expérience personnelle. Donc, moi, je suis au Canada depuis un an à peu près. Donc, je viens de dépasser un an. Donc, je suis toute nouvelle. Je découvre toute la francophonie plurielle et toutes ces communautés qui la composent. Donc, je suis très heureuse de pouvoir donc découvrir tout ça et écouter toutes vos histoires et vos témoignages. Donc, moi, je viens de mon pays, donc de l'Algérie, j'ai travaillé dans la communication avec des multinationales, donc avec des étrangers qui viennent un peu de partout. D'ailleurs, mon patron est un Canadien, donc c'était un Canadien. Et quand on échangeait, etc., et je devais faire des rendez-vous, des rencontres avec des clients étrangers et qui vivent à l'étranger, en fait, dans des pays occidentaux, etc. Et quand ils ont face à eux une personne voilée, il y a comme quelque chose qui s'installe comme ça, comme il y a un truc qui va, je sais pas, ils ont des préjugés, ils ont peut-être une image négative ou quelque chose comme ça. Et donc, mon patron, je me rappelle, il m'avait dit, il faut que tu percutes que la première chose que ces gens-là voient en toi, c'est ton voile. C'est la première chose qu'ils voient. Donc, tout de suite, tu es, on va dire, mise comme ça dans une case. Bon, elle est voilée, on ne sait pas si elle le porte parce qu'elle l'a voulu le porter ou pas, ou on l'a forcé. Donc, les gens s'imaginent comme ça des scénarios, des choses. Donc, c'est vraiment des préjugés. Et donc, ce qu'il m'avait dit, ça m'avait touchée et ça a tout son sens aujourd'hui. C'est que c'est la première chose qu'on voit. Et donc, tout de suite, il y a des préjugés qui se construisent comme ça dans leur tête. Et moi, je dois faire un double effort, voire triple effort pour démontrer ma compétence, pour démontrer, pour m'affirmer face à eux, etc. Et pour montrer qu'ils ont face à eux un spécialiste comme un autre. Ça peut être une femme non voilée, un homme, etc. Peu importe. C'est les compétences au final qui comptent de la personne. Et donc, en venant ici, je peux dire que oui, je me suis rendu compte encore une fois du fait que c'est la première chose qu'on voit en moi. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes qui viennent donc de différentes communautés. Donc la première chose qu'on voit, ça peut être la couleur de peau, les signes religieux, etc. Et donc tout de suite, les gens font des raccourcis. Et ça, je pense que c'est aussi notre rôle à nous de montrer qu'on n'est pas si différent que ça et que notre différence est bonne et que il y a rien de mal. On n'a pas à être victime ou à culpabiliser de ça. Donc voilà, je pense que c'était important d'avoir cette discussion avec des gens qui viennent d'un peu partout, de différentes origines, communautés, etc., pour avoir cette discussion ensemble et voir quelles solutions on peut proposer, parce que c'est vrai que ça met la pression sur nous, effectivement, mais je pense aussi, on a aussi notre part
de responsabilité un petit peu pour faire connaître notre version des faits, notre version des choses, notre origine, notre identité. Alors, Yvan, je sais que tu as levé la main. Oui, je veux ajouter, bon, honnêtement, rien à ajouter sur ce qui a été dit par Omaïra Zachary George Selina au niveau vraiment justement de ce point-là. Je pense que à mon niveau, une des solutions que j'aimerais apporter sur le tas, c'est vraiment euh, de, de l'action. Je pense que Omaïra justement soulignait comment c'est bon d'avoir un panel comme ceci, mais des panels comme ceci, j'en ai déjà vu 10 panels arriver dans la francophonie. Il y a des panels, il y a des recherches, il y a ceci, il y a cela. C'est juste ça, il n'y a pas, ça crée pas l'action concrète ça crée pas forcément l'action concrète. Et bon, j'ai aussi vu des actions concrètes, par exemple, j'ai fait partie d'un projet avec lequel la CFA justement avait revu ses politiques et ils avaient revu leurs politiques et avaient justement euh, demandé justement aux consultants d'essayer de rendre ces politiques-là plus inclusives. Comment est-ce que l'on peut avoir un membership plus diversifié. Donc, je pense que l'action, c'est plus important euh, que beaucoup d'autres choses en ce moment parce que ça fait tellement d'années qu'on est sur les mêmes discussions. Maïra a justement mentionné le fait que il y a 20 ans, c'est la même discussion qu'elle avait avec elle que la petite fille de 10 ans, 12 ans aussi à aujourd'hui. Je pense que c'est important que l'action soit maintenant plus concrète, que ces actions-là affectent les politiques qui régissent soit la manière dont justement les personnes racialisées sont affectées mais qui soit peut-être qu'apporte une, comment dire, on dit souvent comment, une équipe de choc d'experts qui va essayer de créer des actions concrètes, que ce soit à travers des engagements en personne, que ce soit à travers d'autres discussions, mais des discussions qui peuvent mener à des changements au niveau politique. Euh, et je pense que c'est des choses ouais, je pense à ça qu'on doit penser maintenant dans l'action parce que je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de discussions. Il y a tellement de ressources, justement, aujourd'hui dans le monde sur différents systèmes qu'on peut essayer justement pour différents systèmes et différentes politiques qui sont disponibles, c'est sûr, sur Internet, de comment créer de meilleures politiques et de comment favoriser justement, je ne veux pas dire l'intégration, mais justement la facilitation et euh, la facilitation que ce soit de l'immigration et sur la réduction du racisme en général dans nos communautés. Merci beaucoup, Yvan. Effectivement, c'est important de dégager des actions concrètes. Donc, si vous avez des exemples d'actions dont on pourrait peut-être s'inspirer dans notre communauté donc francophone en Alberta, c'est important de les partager parce que c'est ça qui va nous inspirer pour organiser des choses chacun à son niveau. Je vais vous inviter à dire un dernier mot si vous voulez apporter quelque chose. C'est le moment. J'allais dire, si vous avez la capacité, c'est de lire, lire et lire. Il y a Mhm. beaucoup de livres écrits par des autochtones, des auteurs autochtones, et il Ouais. y a beaucoup de livres qui démontrent nos succès et qui démontrent nos réussites aussi. Je pense parce que des fois, les gens ont une habitude de nous mettre dans une lumière un peu négative et on appelle ça un victim deficit, comme si Mhm. on n'est pas capable on va dire, de réussir. Et je pense vraiment pour changer le dialogue, c'est de lire ces livres. Par exemple, Braiding Sweetgrass, c'est un bon livre à lire. Il y a aussi Indigenous Economies par Mhm. Shailene Jobin. Et c'est tous des auteurs qui viennent de l'entourage de l'Alberta, donc pour vous situer un peu. Donc, je pense vraiment que c'est ça, c'est de lire, c'est de regarder des films, c'est de regarder des vidéos et c'est aussi de venir à des conférences comme ça, des panels comme ça. C'est vraiment des petits changements que vous pouvez faire dans vos vies. Et ça vous permet aussi d'avoir des discussions avec d'autres personnes. Donc, s'il y a des gens qui connaissent pas trop, ben, au moins là, vous avez des recommandations de livres, de films que vous pouvez partager. Ouais, je pense que c'est tout pour moi.
Merci beaucoup. Donc, je pense que tu résumes bien ton intervention, c'est que ça commence à notre propre niveau, au niveau individuel. C'est à nous-mêmes de faire l'effort. Si chacun faisait l'effort à son niveau, je pense qu'on s'en sortirait tous mieux. Merci beaucoup, Célina. Je rejoindrais le point de Yvan et de Céline entre le lire et les actions par rapport à la décolonisation, puis le partage de la vérité, puis la continuation de la réconciliation, d'aller lire les 94 appels à l'action pour la vérité et la réconciliation. C'est pas tous des grands changements gouvernementaux, politiques. Là-dedans, il y en a qui sont plus réalistes, plus accessibles pour les membres de la communauté. Et je vous encourage à aller lire ce document-là, ce rapport puis d'identifier deux, trois, peut-être 10 appels à l'action que vous, en tant que leader francophone ou en tant que membre de la communauté, vous avez du pouvoir pour faire avancer l'accomplissement de ces appels à l'action. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ajouterais, et puis ce n'est pas du tout une promotion du projet que j'ai géré, mais parce que ce projet-là a été une intervention également dans la sphère publique sur ce qu'on comprend et connaît sur les communautés noires. Saviez-vous que ça fait plus de 200 ans qu'il y a des Noirs dans les prairies? Souvent, on pense que notre présence est super nouvelle. Bon, ben, ça fait 20 ans, ils arrivent, etc., etc. Non, ça fait très longtemps qu'on est là, qu'on a des liens avec différentes communautés, les communautés autochtones, les communautés métisses, euh, évidemment la majorité anglophone, beaucoup d'entre nous sont francophones, etc., etc. Donc, moi, j'invite beaucoup les gens à lire le projet Black on the Prairies, qui est sur le site web de CBC. Mais il y a aussi la version francophone qui est sur le site web de Radio-Canada. Les deux sont complètement différents parce que les approches éditoriales sont différentes. Certaines des histoires aussi sont différentes. Alors, ça en dit long également sur la complexité du vécu des gens. Mais je vous invite à lire les deux versions. Il y a énormément de matériel sur différentes plateformes, donc à la fois radio, télé et web. Et surtout, s'il y a des enseignants dans la salle euh, ou des parents d'élèves, quelque chose que vous pouvez faire, c'est de trouver euh, le guide pédagogique Black on the Prairies, qui est sur le site web Curio de CBC Radio-Canada. Alors, on a créé un guide pédagogique pour permettre à tous les élèves de la maternelle à la 12e année en français et en anglais à travers tout le Canada de comprendre mieux leur propre histoire qui met en avant le vécu des communautés noires. Alors ça, mais je dirais que ce n'est pas assez de lire, ce n'est pas assez de juste regarder des films, etc., etc. Il faut également passer à l'action parce que lorsqu'on s'éduque et qu'on s'arrête juste à l'éducation, ça, c'est aussi le signe d'un privilège. Qu'on peut juste apprendre et s'asseoir. OK, ben, je suis allée, j'ai vu ceci, etc., etc. Il faut vraiment penser dans notre intimité, dans le groupe de gens et la sphère d'influence qu'on a, que ce soit une personne, 10 personnes, 100 personnes, etc., dans notre sphère d'influence, comment est-ce qu'on peut s'assurer que nous, on contribue à mieux. Ce n'est pas une question de représentation et d'inclusion. Moi, je suis contre le discours de l'inclusion. Je pense que c'est vraiment une question d'affaisser les rapports de pouvoir et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, a accès aux mêmes euh, ressources, etc., etc. Je vais m'arrêter là. C'est la dernière chose que j'ai à dire, puisqu'on m'a demandé de dire une dernière chose. Merci. Merci à toi, Mayra. Yvan, est-ce que tu... Je te laisse la parole. Je j'ai pas grand-chose à ajouter. La seule chose que Ouais. j'aimerais ajouter, c'est au niveau des organisations. Vraiment, je sais que c'est pas facile, hein. Les collaborations sont pas faciles, surtout en que grande organisation, mais je pense que ça prend aussi beaucoup plus de collaboration stratégique et de trouver des moyens, des manières concrètes de rejoindre justement non seulement les personnes racialisées, mais aussi de créer euh, des meilleures manières de faire les choses. Il y a un exemple que je vais prendre par exemple. Je me rappelle quand on était au campus Saint-Jean, il y avait déjà comment dire, le défi sur
la plupart des enseignants issus de l'immigration africaine francophone ne trouvaient pas un travail. Ce n'était pas seulement parce qu'ils n'étaient pas bons à leur travail, c'était un problème structurel, ils trouvaient juste pas un travail. Euh, Aujourd'hui, ce problème n'est pas aussi grave qu'il était avant, mais c'est toujours un problème qui existe. Quand j'ai enseigné dans les écoles francophones la danse, et justement, quand on m'a mentionné cela, il y avait plein d'enfants qui étaient tellement fiers de me voir, tellement fiers de danser de la danse afrobeat et qui ont partagé des expériences personnelles avec moi, mais aussi j'ai peut-être vu deux enseignants sur 25 ou 25 ou 30 enseignants que j'ai vus. Et ça montre pas vraiment le ratio, justement, qu'il y a par rapport aux personnes racialisées dans les pays. Donc, je pense encore que l'école, c'est vraiment importante. Et puis, de trouver vraiment des manières de collaborer entre organisations pour tackler ces problèmes-là. Parce que je pense qu'il y a assez de ressources pour tackler ces problèmes-là, justement, si on trouve des moyens de créer des collaborations plus efficaces et des co-créations qui permettent d'arriver à de meilleures solutions. Merci beaucoup, Yvan. Merci à tous pour votre contribution. Donc, ainsi, on met fin au panel Antiracisme et diversité dans la francophonie, enjeux et pistes de solutions. Donc, au nom de l'ACFA, je tiens à vous remercier, chacun d'entre vous, sincèrement. Donc, merci Zachary Georges Gagné, Omaira Issa, Yvan Touko et Célina Yellowbird qui nous ont aidés à cheminer dans cette importante thématique pour l'avenir de nos communautés. Donc, l'ACFA remercie également le gouvernement de l'Alberta qui, par le biais de son programme de soutien multiculturalisme et anti-racism, soutient financièrement cette activité. Donc, nous tenons également à vous remercier de votre participation et de votre engagement ce soir. La CFA vous fera parvenir un formulaire d'évaluation dans le chat et par courriel. Donc, en terminant, la Semaine nationale de l'immigration francophone se poursuit donc jusqu'à samedi, le 11 novembre. C'est ça. Donc, il y a de nombreuses activités qui sont organisées pendant toute la semaine. Beaucoup d'activités sont organisées par les communautés francophones en Alberta. Donc, on vous invite à y participer. Et merci encore une fois d'être là aujourd'hui et bonne fin de soirée.